Alors, rebonjour à tous. On va reprendre tranquillement pour cette session de l'après-midi, donc qui est consacrée à l'acquisition de mesures climatiques fiables. Et donc, comme ce matin, nous allons avoir une conférence introductive. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Girard, qui est directrice des musées de la ville de Strasbourg et qui est présidente d'ICOM France, et qui va nous présenter le programme « Prenons le contrôle du climat », une approche méthodologique pour soutenir les musées dans leur transition énergétique. Émilie, je te cède la parole. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup Juliette et Jocelyn pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous pour vous présenter rapidement ce programme qu'on a lancé l'année passée avec ICOM France. Alors c'est un programme qui prend la suite en fait... Il faut que je raconte un peu la genèse de la chose. On avait fait en décembre 2022, si ma mémoire est exacte, une première soirée de débat déontologie qu'on avait consacrée à la question de la réévaluation des normes de conservation. On était à un moment, 2022, vous vous en souvenez tous, on était tous en train de réfléchir aux manières qu'on avait et aux marges qu'on avait pour pouvoir réduire nos factures énergétiques. On avait reçu de nos tutelles certaines injonctions et on ne savait pas forcément comment s'y prendre. Donc on avait organisé cette soirée en décembre 22 qui, je crois, est un des plus gros succès d'audience de derniers événements qu'ICOM France a produit. On a été 600 à se connecter pour cette soirée-là. Donc on a vu qu'il y avait une attente, on a vu qu'il y avait des questionnements. Et on avait invité à cet événement Caitlin Southwick, qui dirigeait Kai Cultures et qui était venue nous parler d'un projet qu'elle avait en cours de développement. Et puis, quelques mois après, on s'est revu avec Caitlin. Elle nous a expliqué un peu plus en détail le projet qu'elle était en train de mettre en place, un projet d'accompagnement à la conduite du changement, collaboratif, construit avec des acteurs pluriels, qu'elle mettait en place avec les musées du Danemark à l'époque. Là, on était au printemps 2023. Et elle disait, cette initiative, j'ai envie qu'elle fasse boule de neige, j'ai envie qu'elle puisse se reproduire, se répéter sur différents territoires pour que, petit à petit, ça fasse tache d'huile, qu'on commence à réfléchir ensemble à cette question de la réévaluation des normes et voir finalement quelles sont nos marges de manœuvre vis-à-vis de ces normes dont vous avez sans doute déjà beaucoup parlé ce matin et comment on peut les réinterpréter, les réadapter dans un contexte qui est évidemment bien différent de celui d'il y a une trentaine d'années. Alors, ce programme Prenons le contrôle du climat, ce n'est pas qu'une question de chiffres, mais c'est un processus de changement. Je le disais, ce qu'on avait trouvé intéressant, c'était le fait que ce programme permettait non seulement d'évaluer les choses et de tirer des perspectives, mais de pouvoir se remettre en question sur nos pratiques professionnelles, de pouvoir identifier un certain nombre de freins au changement, qui peuvent être des freins institutionnels, des freins psychologiques aussi, et de pouvoir les prendre en compte dans ce dispositif de transformation. Donc, ça posait un certain nombre de questionnements relatifs au cadre éthique, à des valeurs, à une compréhension systémique. Ça avait pour objectif de pouvoir refaire travailler des métiers différents ensemble, faire que les conservations, les restaurations, conservateurs et restaurateurs travaillent avec les services techniques, avec les équipes du bâtiment, travaillent avec d'autres institutions, se questionnent collectivement sur ces questions. Et évidemment, ce processus très collaboratif, on avait envie de pouvoir le mettre en œuvre à l'échelle d'ICOM France avec un panel de musées volontaires. Pour autant, c'est poser une question très pragmatique qui est celle du subventionnement et du financement de ce projet, qui était un projet lourd et qu'on ne pouvait pas porter seul. Alors ce projet, on est arrivé à le lancer finalement au bénéfice du projet de l'appel à projet Alternative Verte 2 qui avait été lancé au début de l'année 2024 et auquel on a répondu en proposant ce projet collaboratif, en testant l'idée auprès d'un certain nombre de musées qu'on savait pouvoir être intéressés, puisque le projet, on voulait le déposer déjà avec un panel de musées constitué de manière à pouvoir avoir une équipe projet déjà prête à agir. Donc ça a été fait, je crois qu'on a dû déposer le dossier avant l'été et on a été sélectionné, on a reçu la réponse en fin d'année 2024 de manière à pouvoir mettre en œuvre le projet que je vais vous détailler maintenant. Je vous le disais, c'est un projet collaboratif qui réunit 10 musées que vous avez là et sur lesquels je vais revenir dans la diapo qui suit, mais ces visuels ont pour but de vous montrer qu'un des premiers critères de choix pour la sélection du panel a été la diversité des établissements. D'abord d'un point de vue bâtimentaire, avec certains établissements anciens, rénovés, d'autres pas du tout rénovés, présentant des problématiques de gestion de bâtiments très différentes, des bâtiments neufs avec des implantations géographiques
variés, bord de mer, pleine terre, etc. Et des collections qui étaient aussi extrêmement différentes, puisque l'un des objectifs du projet, je vais y revenir, est de faire tache d'huile. C'est-à-dire que les résultats qui vont être ceux des musées puissent être exploités, reproduits par les autres réseaux, les autres musées du réseau de l'ICOM et même au-delà. Donc on a travaillé avec tous ces établissements qui étaient prêts à tenter l'expérience. Et là, vous avez la liste qui est détaillée avec leurs implantations territoriales. Donc on a vraiment essayé d'avoir des contextes qui soient les plus variés possibles pour que chaque musée qui, à la suite, une fois que les résultats auront été portés, puisse se dire moi je ressemble plutôt à tel musée qu'à tel autre et pouvoir faire une sorte de comparatif. Comparaison n'est pas raison, certes, mais ça permettait quand même d'avoir un panel qui soit le plus diversifié possible, en intégrant un musée d'outre-mer. Ça aussi, c'était important pour nous d'avoir vraiment une sorte de reflet de la variété des musées qui existent sur notre territoire. Alors, le projet Prenons le contrôle du climat, c'est d'abord un programme de formation. Un programme de formation qui va consacrer plusieurs corps de métier. C'est-à-dire que ce qu'on a demandé à chaque musée partenaire, c'est de constituer une petite équipe projet qui va suivre toutes les étapes. Alors tout le monde ne suit pas à toutes les étapes, à toutes les réunions de formation, mais il y a vraiment un programme assez détaillé qui va concerner tantôt les professionnels de la conservation, tantôt plutôt les gestionnaires du bâtiment, tantôt plutôt la com. Ça c'est aussi, quand je vous disais tout à l'heure qu'on essaye de former tous les professionnels, c'est vraiment dans ce sens-là, de manière à faire aussi travailler les gens ensemble. Premier objectif, c'est évidemment de parler de durabilité dans les musées. Ça, c'est pas forcément une nouveauté, mais c'était une manière de pouvoir l'appliquer sur un domaine très précis, qui est celui de la gestion du climat dans nos bâtiments. De pouvoir revenir aussi sur l'historique du contrôle climatique qui était mis en place dans les établissements. Certains n'en ont pas du tout, je le dis sans fausse pudeur. Hein. Je crois qu'on est un certain nombre d'établissements. Moi, je viens des musées de la ville de Strasbourg. Mon bureau est dans le Palais Rohan. Dans mon bureau, il fait 17 degrés. Ça correspond au climat général de ce qui fait dans les salles d'exposition, qui n'ont pas plus de traitement climatique que mon bureau. Donc voilà, on partait tous de terrains et de terreaux très différents. Et donc partir avec cet historique, partir avec les méthodes de travail qui étaient mises en place pour se dire... remettre en cause nos pratiques professionnelles, se dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Et finalement, sans mettre un voile de pudeur sur les sujets, mais oser se dire les choses d'abord en interne, ce qui n'est pas forcément facile. C'est pour ça que je reviens aussi souvent, quand j'en parle de ce projet, sur la dimension psychologique ou de psychologie collective, parce que je crois que ça réveille quelque chose d'assez fort en ce sens-là. Et de pouvoir avancer collectivement en testant des choses qu'on n'aurait peut-être pas osé tester tout seul, mais en étant accompagné. Et je vais revenir sur cet accompagnement qui est extrêmement important dans le projet. Donc voilà, vous avez un peu là les notions qui sont abordées, hein, stabilité du climat évidemment, les besoins des collections, ça c'était aussi se reposer la question de l'histoire des collections, dans quel climat elles ont évolué jusqu'à présent, qu'est-ce qui leur va et est-ce que des normes parfaites leur vont ou pas, oser se reposer toutes ces questions-là. Et de revenir, et ça c'est un autre point que je voudrais souligner, sur la connaissance de son établissement. Parce que ça, c'est un point dont on s'aperçoit au fur et à mesure de l'évolution de ce projet, c'est que bien souvent, les sources ne sont pas forcément faciles à trouver, que la connaissance, elle va reposer sur certaines personnes qui sont là depuis longtemps, qui sont parfois parties, qu'il faut aller rechercher pour trouver un certain nombre d'informations, et de se dire finalement, des questions très simples, hein, mais et pour pouvoir évaluer une consommation énergétique, il faut pouvoir isoler l'espace dont vous voulez évaluer la consommation. Ça, on s'est aperçu que dans la plupart des établissements, on n'y arrivait pas. Donc ça reposait à certaines étapes, c'est justement un certain nombre de questions sur comment on conduit le projet, qu'est-ce qu'on va mesurer, qu'est-ce qu'on va pouvoir estimer au bout du compte. Et j'allais dire, de manière sous-jacente, il y a une question qui n'était pas anodine, qui était celle des accords de prêt. Vous comprenez évidemment pourquoi. Faire évoluer des normes, c'est faire changer son Facility Report, c'est prendre le risque d'être à côté de certaines normes que d'autres nous demandent. D'où l'importance du projet collectif pour se dire, si moi j'accepte ça dans mon établissement, d'autres peuvent aussi l'accepter, d'autres ont testé des méthodologies, et de pouvoir travailler en transversal. Et c'était ce qui nous avait aussi séduit dans le projet porté par KI Culture, c'était ce côté international que Caitlin Southwick avait déjà mis en place avec les Danois qui ont fini leur projet, qu'elle est en train de mettre en place dans d'autres zones géographiques, pour qu'on ait aussi des points de référence pour que ce travail sur les normes de prêt à l'international puisse se poursuivre.
Alors un programme de formation et d'action, puisque c'est vraiment, j'allais dire, pas seulement de la formation en visio régulière, mais c'est vraiment des phases de test qui sont mises en place dans les différents établissements. La première phase, ça a été une phase de collecte des données, qui est aujourd'hui terminée pour tous les établissements, qui a consisté à dire voilà ce qu'on sait sur le fonctionnement climatique de nos bâtiments, voilà ce qu'on sait sur les évolutions qui peuvent être connues au courant de l'année, voilà ce qu'on sait sur l'état de nos collections à un instant donné, et voilà ce qu'on propose de tester sur des espaces bien définis, je vais y revenir un tout petit peu plus tard, pour la phase à venir. La phase suivante, la phase 2, qui est une phase dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui dure une année complète, c'est la phase de mise en œuvre de ces changements. C'est-à-dire sur la base de la phase de collecte de données, chaque musée a identifié un espace test et une zone de test, une zone du point de vue de l'action qui est menée, en se disant certains vont arrêter la clim pendant la nuit, d'autres vont élargir les plages. Et pendant toute cette phase de test de 12 mois, on va suivre les évolutions sur l'état des collections, suivre l'évolution sur le climat dans le bâtiment pour voir si ça évolue beaucoup ou pas, de manière à dire là, on s'arrête là, ou là, on continue, ou là, on peut aller plus loin. Et la troisième phase, c'est la phase d'analyse des résultats qui va arriver bientôt, et d'élaboration des livrables, puisque je le disais, l'idée, c'est pas que ce projet bénéficie seulement aux 10 musées, mais c'est qu'on ait un ensemble de données, sur lesquelles je vais revenir aussi, qui puissent être utilisées par tous. Alors la phase 1, la collecte des données, elle concerne aussi bien, je l'ai déjà dit, je vais vite parce que le temps file, mais des données sur la gestion du bâtiment, sur l'état des collections, sur l'état des installations techniques, sur les consommations énergétiques avec des difficultés dont je vous ai déjà parlé. Parfois on n'arrive pas à savoir exactement quelle consommation pour quel espace, sur le climat, les consignes actuelles et les responsabilités, les chaînes de responsabilité. Qui est responsable de quoi? Et ça peut paraître évident, ça n'est pas tant que ça, on l'a vu, au sein d'un musée, qui est responsable des consignes qui sont données, qui est responsable de les modifier. C'est des chaînes de décision qui ne sont pas si évidentes. Alors le plan d'action, il doit définir des espaces tests, je vous l'ai dit, des œuvres tests, c'est-à-dire des œuvres qu'on va monitorer, qu'on va suivre pendant toute la phase de test, et un processus d'expérimentation. De manière à être le plus transversal possible, et là aussi pour pouvoir comparer des résultats, on a pris le parti d'équiper chaque musée des mêmes outils. Art Report pour l'élaboration des constats d'état et Gallery Reading pour la gestion du monitoring des climats. Donc chaque musée se sont équipés de ces outils-là et donc travaillent tous avec les mêmes outils pour qu'on puisse compiler plus facilement les données. La seconde phase, donc celle de mise en œuvre des changements, vous voyez ici des exemples qui ont été listés. On va choisir tantôt une grande salle d'exposition permanente, tantôt des espaces de réserve, tantôt l'espace tout entier, parce que le dimensionnement du bâtiment rend plus pertinent ce choix-là, ou une ou deux salles, etc. Et on va, selon les établissements, choisir de faire varier des plages de température et d'humidité, de couper les CTA sur des périodes de temps plus ou moins longues, parfois juste la nuit, parfois quelques heures en journée, parfois des week-ends quand le musée n'est pas en exploitation, et de voir comment le bâtiment se comporte et comment les collections se comportent avec ces tests. Donc ça, c'est la phase dans laquelle on est actuellement, qui est une phase accompagnée, comme je le disais, avec plusieurs objectifs. Favoriser la montée en compétences, c'est un peu l'objectif évident d'un programme de formation. Stimuler la réflexion sur les pratiques institutionnelles. Alors ça, c'est pas un petit enjeu, se dire finalement pourquoi on fait ça, pourquoi on l'a toujours fait, pourquoi on peut essayer de faire autrement. Renforcer la connaissance de son institution. Je vous en ai déjà un peu parlé, mais on s'aperçoit au fur et à mesure des projets qui sont menés dans les établissements qu'on se pose beaucoup de questions sur pourquoi est-ce qu'on a fait ça à un moment, pourquoi c'est telle personne qui est en charge de ça, ou alors on s'aperçoit aussi que personne n'est en charge de certains sujets. Donc ça permet de mettre le doigt sur un certain nombre de problématiques, d'encourager les échanges interservices. Ça, dans des petites structures, c'est peut-être quelque chose qui se pose moins, mais dès qu'on dépasse un certain seuil critique en termes de nombre d'agents, on peut s'apercevoir que les choses sont très sectorisées et qu'on travaille en silo. Donc remettre un peu de collectif sur ces questions-là. Les échanges interinstitutions aussi, qui sont très importants. Et puis, introduire progressivement de nouvelles manières de travailler et de voir ce que ça produit en termes de qualité de traitement sur les œuvres et de facilité et de confort aussi pour les équipes. Alors, qui dit programme d'accompagnement dit accompagnement humain, très important. Alors, on a nos deux
coach, pour reprendre l'expression portée par Cariculture, Benjamin Zimmerman, qui est plutôt spécialiste de la gestion climatique des bâtiments, et Fiona Graham, conservatrice restauratrice, qui est canadienne, qui coach, qui accompagne l'ensemble des musées. Et puis on a des experts, dont vous en avez plusieurs dans la salle. Je vois Agnès Galorclic qui est au fond, Juliette et Rémi également, Nathalie Ledantec, Laurent Ricard, Frédéric Ladonne, qui chacun accompagne plus personnellement un petit nombre de musées tout au long du processus pour s'interroger avec eux, les aider à appuyer leurs choix, les questionner aussi sur des pratiques, de manière à avoir un suivi personnel le plus fin possible. Donc, vous voyez, c'est quand même une grosse équipe derrière qui accompagne toutes les équipes qui sont mobilisées et qui sont vraiment mobilisées. Au sein des musées de Strasbourg, on a le musée Tommy Ungerer qui est impliqué et sa conservatrice et son attaché de conservation suivent toutes les réunions et c'est des heures et des heures de programmes de formation, mais dont elles font bénéficier l'ensemble des membres du réseau par des temps de restitution réguliers. La phase 3, donc l'ultime phase qui nous attend dans les mois qui viennent, c'est celle de l'analyse des résultats et de l'élaboration des livrables avec un rapport d'impact, des études de cas par musée. Et puis des temps de restitution sous format webinaire à Ecom France. On a une première réunion intermédiaire, enfin une seconde réunion intermédiaire qui va se passer dans une quinzaine de jours au musée du Quai Branly avec les musées participants pour se mettre en commun là où on en est et les premiers résultats qui sont visibles. Le manuel méthodologique qui sera produit par le C2RMF et par Jocelyn et pardon, je perds ton nom, Juliette, ici présente, qui là aussi a vocation à pouvoir être largement diffusé. On voit aujourd'hui, vous êtes nombreux dans la salle, on voit qu'il y a beaucoup de gens en ligne, donc on sait qu'il y a une attente sur ces sujets-là, on sait qu'il y a besoin d'outils pratiques, et ce souci de la praticité, il a vraiment été pour nous un souci permanent, parce qu'on sait qu'on a besoin d'outils méthodologiques très très forts, et puis une publication finale qui sera menée à bien par Ecom France. Et je rajoute, parce que c'est pas un petit détail, on a la chance de pouvoir avoir une personne qui pilote ce projet à Ecom France, qui est Camilla Schianchi, que vous avez peut-être déjà croisé dans certaines réunions, et qui fait une thèse sur ce sujet-là, sur la conduite du changement dans les musées, autour des questions de la réévaluation des normes de conservation, et qui étudie ça d'un point de vue un peu macro, c'est-à-dire d'un point de vue technique, mais aussi sur ce que ça produit en termes de changement des méthodes de travail, en termes de changement des pratiques, en termes de psychologie ou de sociologie du travail, donc avec une approche qui me paraît extrêmement intéressante. Et j'en ai terminé, et je crois que j'ai à peu près tenu le temps. Voilà, je suis à votre disposition, bien sûr, si vous avez des questions. Et comme je vous le disais, il y aura des phases de restitution publique de manière assez régulière pour qu'on puisse vous tenir au courant des avancées et vous renseigner si le programme vous intéresse. Merci beaucoup, Émilie, pour cette présentation. Je vais repasser la parole à Marie et Jocelyn donc, pour une nouvelle fois quelques éléments théoriques. Donc, d'abord sur les critères pour choisir des capteurs et ensuite comment bien les utiliser. Je voulais juste rappeler pour nos auditeurs qui nous suivent en ligne l'adresse mail sur laquelle vous pouvez poser vos questions donc, pour le temps d'échange de la fin de journée. Donc c2rmf.webinaire.climat@gmail.com. c2rmf.webinaire.climat@gmail.com. Marie, c'est à toi. Merci beaucoup Juliette et rebonjour. Donc on retourne à des choses un peu plus prosaïques sur les fondamentaux. Moi je vais vous parler de la question des capteurs. On est dans la thématique sur l'acquisition des données et l'idée c'est de pouvoir capitaliser des données fiables pour pouvoir les exploiter. Donc on va voir quels sont les choix des capteurs, mais avant de commencer, on souhaitait faire un petit état des lieux de la situation des musées à partir des informations dont on dispose sur la manière dont ils surveillent, contrôlent, comment est-ce qu'ils sont équipés, etc. Alors, ce qui est intéressant de voir, alors là c'est à travers une enquête, celle que vous a présentée Juliette en introduction, une enquête qu'on a réalisée avec Jocelyn en 2018 sur 314 demandes qui sont remontées au sein de notre département. Il est intéressant de voir que 62% des demandes concernaient le climat.
68% des musées déclaraient à cette époque disposer d'appareils de surveillance, quels qu'ils soient, des thermohygrographes, des capteurs ponctuels ou des capteurs enregistreurs. Seulement 27% procédaient à leur étalonnage et 43% des musées exploitaient les données enregistrées. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est avec des données plus récentes qui sont les données de l'enquête des musées de France auxquelles vous répondez assez largement parce que l'année dernière, il y a eu 925 répondants sur les 1220 musées, sachant qu'il y en a 10% qui sont fermés, donc on va dire quasiment la totalité des musées ont répondu au questionnaire. Là, 72% des musées déclarent être équipés de capteurs enregistreurs, ce qui n'est pas une augmentation énorme par rapport à ce qui était constaté en 2018. Et parmi ces 72 musées équipés, 53 assurent une surveillance globale du bâtiment, c'est-à-dire à la fois sur les espaces d'exposition permanente ou temporaires et en réserve, et 19% d'entre eux assurent une surveillance ponctuelle dans certaines parties de l'établissement. Sur les 28 établissements qui ne disposent pas de capteurs enregistreurs, mais qui assurent quand même une surveillance, on constate que, qui ne sont pas équipés de capteurs, les relevés, la plupart des relevés se font de manière manuelle. Donc on en reparlera tout à l'heure et c'est ce dont Stéphanie parlait ce matin. 31% d'entre eux utilisent des capteurs avec un affichage ponctuel et 17% d'entre eux utilisent des thermohygrographes. Alors, en 2024, 44% des musées déclaraient archiver et exploiter les données climatiques, ce qui est quasiment la même chose qu'en 2018. Donc ça n'a absolument pas évolué, il y a 1% de plus seulement. On va comprendre pourquoi sur la slide d'après. 44% archivent et exploitent les données, ça fait un peu moins de la moitié des musées. 34% archivent et exploitent partiellement les données, quand 22% ne les exploitent pas du tout, c'est-à-dire que les capteurs tournent sans qu'il y ait nécessairement un archivage, une exploitation derrière. Et alors, pourquoi ça peut être une des explications, c'est que pour beaucoup des musées, vous voyez, pour ceux qui se donnent la peine d'exploiter les données, c'est dans les 2/3 une exploitation manuelle de ces données qui se fait sans logiciel dédié. Donc ce qui rend évidemment extrêmement chronophage et laborieux l'exploitation de ces données climatiques. Donc l'idée, c'est de vous présenter les critères de capteurs enregistreurs, toutes les typologies qui existent, comment les choisir en fonction des objectifs qu'on se donne, mais aussi des ressources dont on dispose. Et dans un premier temps, avant qu'on aborde finalement le cahier des charges, on va déjà regarder comment fonctionne un capteur. Alors, le capteur, il est composé, premièrement, et c'est peut-être l'élément le plus important, d'une sonde qui est en contact avec l'air. Cette sonde, elle est protégée par un capuchon perforé que vous voyez là et qui est généralement muni d'un filtre à poussière. Ensuite, on va avoir une résistance en platine qui est sensible à la température et d'un corps hygroscopique qui, lui, va être sensible à l'humidité ambiante. Donc, il s'agit d'un polymère hydrophile qui est positionné entre deux électrodes métalliques. Et c'est le corps hygroscopique chargé en vapeur d'eau, traversé par un courant électrique, qui va donner, un signal électrique. Et c'est cette résistance du courant électrique qui va ensuite déterminer la valeur qui s'affichera sur le capteur. Donc on a un boîtier plastique qui doit être le plus étanche possible, d'autant plus si le capteur est en extérieur. On va avoir ensuite un convertisseur qui est relié à la sonde et qui va retranscrire les variations électriques de la sonde en signaux numériques. Et pour les capteurs qui sont équipés qui sont des capteurs enregistreurs, on aura en plus un data logger qui va stocker et trier les données. Alors évidemment, ensuite, on peut avoir un écran d'affichage qui parfois est facultatif, on n'a pas toujours besoin d'accéder à la donnée directement. Des valeurs qui apparaissent en intermittence, soit vous avez la température, soit l'humidité relative, soit les deux en même temps. Et pour les systèmes qui sont équipés d'une transmission de données, on va avoir une antenne radio. Donc cet envoi de données
est recueilli par le boîtier informatique qui ensuite va renvoyer les données vers plusieurs ordinateurs et on verra en détail comment ça fonctionne. Donc le petit schéma que vous a fait Jocelyn, qui vous explique les éléments principaux. Donc le premier, c'est la sonde, le deuxième, le boîtier, le troisième, l'écran d'affichage. Et pour les capteurs qui sont dotés d'une transmission, vous aurez une antenne transmettrice. Alors maintenant, concernant la transmission, l'acquisition des données, comment ça se passe? Donc on va avoir différents types de capteurs. On va avoir des capteurs avec un déchargement manuel, c'est-à-dire que on va enregistrer les données sur un capteur qui devra être ensuite déchargé par un port USB. Donc ça signifie soit que l'agent chargé de la collecte des données part dans les différents espaces avec un ordinateur, décharge manuellement chacun des capteurs, soit que les capteurs sont retirés des espaces, déchargés dans le bureau, au risque aussi d'avoir des variations au moment du transport de ces capteurs. Alors, c'est des capteurs, et on le verra, qui ne sont pas très onéreux, mais quand on a beaucoup d'espace à surveiller, c'est une opération qui devient vite chronophage et qui complique quand même la vie des agents qui en ont la charge. Alors après, on a une autre manière d'acquérir et de récupérer ces données sur les capteurs enregistreurs par une interface, par un système intermédiaire. Et ça, c'est valable pour tous les dispositifs de basse fréquence à courte portée. Donc tout ce qui va être Bluetooth, RFID ou NFC. Donc les NFC, c'est ce qu'on a sur la carte bleue qui fait partie de ce grand ensemble des RFID. Donc qui permet une acquisition sans contact direct avec le capteur. Et donc on va avoir une unité intermédiaire qui va être un téléphone, une tablette et qui va permettre de récupérer la donnée entre le capteur et le PC. Alors là, c'est un peu le même système. On facilite quand même, on va un petit peu plus vite sur l'acquisition parce qu'on n'est pas obligé d'insérer le capteur dans l'ordinateur ou d'avoir une action directe sur le capteur. Néanmoins, il va falloir quand même aller en réserve, flasher entre guillemets tous les capteurs pour pouvoir récupérer et acquérir la donnée. Donc on reste quand même sur une opération un peu chronophage. Ensuite, on va avoir les capteurs avec une transmission qui se fait donc par l'antenne, la fameuse antenne qu'on vous a montrée, qui vont être des capteurs avec des ondes qui vont être des basses fréquences ou des hautes fréquences. Donc, on va voir dans le détail ce que ça recoupe. Donc, pour ces données transmises sans fil, on va pouvoir avoir recours à des ondes basse fréquence qui vont être les ondes radio ou les ondes LoRa, dont Valérie va vous parler tout à l'heure, ou des ondes haute fréquence qui sont tout ce qu'on retrouve dans les réseaux de télécommunications, donc de la 2G à la 5G et tout le réseau Wi-Fi. Avec des avantages et des inconvénients, comme vous l'avez aussi expliqué, Stéphanie. Donc, dans ce qui va nous importer de regarder sur le choix entre des ondes basse fréquence ou des ondes haute fréquence, évidemment, il va y avoir la portée du signal. Donc, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un signal qui ne faiblit pas, qui puisse se faire sur une portée la plus longue possible. Donc, dans ce cas, les ondes basse fréquence représentent une bonne alternative parce que la portée est très longue, contrairement au Wi-Fi où on va être sur des portées qui sont plus réduites. Et évidemment, ce qui est intéressant aussi, c'est que la longueur de portée va réduire le coût en équipement supplémentaire. Et donc là une nouvelle fois encore, les télétransmissions par basse fréquence représentent quand même un atout intéressant. Alors sur la question du débit, ce qu'on transporte, nous, en termes de données, les données de température et d'humidité relative, ça pèse pas très lourd, donc on n'a pas besoin d'avoir un haut débit pour transporter ces données-là. On transmet pas de la photo, de l'image, etc., des vidéos, du son, enfin des choses qui pèsent beaucoup plus lourd. On est sur des données légères et qui peuvent facilement transiter. Même si sur la basse fréquence, on n'est pas sur du haut débit, ça passe quand même sans problème. Donc là encore, une nouvelle fois, les basses fréquences ont quand même aussi un intérêt intéressant. Évidemment, pour les hautes fréquences, c'est d'emblée un bon choix.
Alors concernant la consommation, et ça c'est ce que vous disiez aussi Stéphanie de manière tout à fait concrète, sur du Wi-Fi on va avoir un envoi en données en continu, donc des chargeurs qui sont très sollicités, dont l'espérance de vie selon l'environnement dans lequel ils sont installés seront plus sollicités, donc avec une longévité des batteries, de l'équipement qui peut être réduite, là où sur le côté bas débit de la basse fréquence on aura plutôt une amélioration, en tout cas un point positif sur ce critère-là. Alors, quand on décide de s'équiper de capteurs avec une transmission en basse fréquence, on est généralement sur la création d'un système de A à Z. Donc, ça veut dire que ça implique quand même un coût. L'avantage, c'est que ça permet quand même d'avoir une grande liberté d'installation et qu'on peut s'affranchir de contraintes, comme c'est le cas par exemple chez nous au C2RMF où on ne peut pas utiliser de Wi-Fi. C'est une alternative pour se dire on a cette possibilité-là sans se raccorder sur un réseau existant mais qui pour nous est fermé, donc on ne peut pas utiliser. Pour s'intégrer dans un réseau existant, donc généralement le Wi-Fi. L'intérêt, c'est qu'on fait une économie dans la mise en place. Évidemment, on ne va pas construire le système de A à Z. Le point négatif, c'est qu'il peut y avoir quand même des interférences entre les dispositifs, les uns avec les autres. Néanmoins, on va avoir un accès facilité aux données qui vont être enregistrées. Alors après, ça c'est plutôt sur l'exploitation, les choses qu'on va vivre durant toute l'utilisation de ces capteurs-là. Par exemple, l'utilisation de la bande passante, quand on va être en Wi-Fi, c'est pareil, il ne faut pas qu'il y ait d'embouteillage sur le flux des données. Là, c'est aussi un risque quand on choisit ce type de capteur. Là où les basses fréquences vont être parfois beaucoup moins mutualisées sur la partie réseau, qui sont peu sujettes aux problèmes de connexion et donc, in fine, qui va nécessiter une sollicitation un peu moindre du service informatique. Donc si on souhaite aussi soulager le service informatique, parfois fortement sollicité par ailleurs, ça peut aussi être une bonne option. Alors après, comment se fait la transmission? Donc on a récupéré la donnée, elle est acquise dans notre capteur. Bon, pour ces données qui doivent être télétransmises, on va passer de l'émetteur, c'est-à-dire de notre capteur, à un élément intermédiaire qui est le concentrateur ou la passerelle. Donc les données sont envoyées par onde depuis notre antenne, la fameuse antenne qu'on vous a présentée, vers une station réceptrice de concentrateur ou de passerelle. Et c'est là que c'est problématique, dans certains cas, parce qu'on va avoir des obstacles, soit des murs trop épais, soit une structure métallique qui va faire cage de Faraday et qui va renvoyer le signal. Et donc, c'est des éléments qu'il faut aussi pouvoir prendre en compte dans le choix qui sera fait in fine. Ensuite, on va passer du concentrateur au serveur. Donc, ce concentrateur va pouvoir récupérer les mesures en temps réel, c'est-à-dire en continu ou à intervalles qui auront été prédéfinis. Donc ça peut être le soir à minuit, hop, on récupère toutes les données de la journée et puis c'est comme ça tous les jours. Ça permet aussi de gagner un peu en économie de batterie et d'énergie. Donc soit ces données, elles sont envoyées directement sur un ordinateur unique qui est dédié au contrôle du climat, mais il y a seulement un utilisateur qui va pouvoir consulter ces données-là. Soit les données sont renvoyées vers un serveur LAN Ethernet, généralement, qui est le serveur privé de l'institution, qui va permettre à plusieurs ordinateurs de consulter les données dès lors qu'ils auront des autorisations et que les logiciels auront été installés sur ces ordinateurs. Donc le gros intérêt, c'est que on peut être plusieurs collègues à surveiller et à accéder à ces données, et pas seulement une personne, un seul agent. L'autre système, c'est le renvoi vers un serveur délocalisé, donc généralement dans le cloud. Donc là, qui nécessite un hébergement, donc il faut un hébergeur pour pouvoir stocker ces données-là. Elles se font, le gros avantage, c'est que ça se fait en ligne, donc on n'a pas besoin de logiciel pour pouvoir consulter ces données, donc une économie aussi sur l'acquisition des logiciels. Et donc une consultation aussi à distance depuis n'importe quel terminal qui peut, en plus d'ordinateur, peut être un smartphone, une tablette, enfin dès lors qu'on a un accès à Internet, on peut accéder à ces données.
Voilà, donc ça c'est ce que je vous disais, pas de logiciel, mais un abonnement qui doit quand même être pris en compte, un abonnement pour l'hébergeur, pour le stockage des données, pour leur consultation et puis aussi pour la sécurisation de ces données. Et puis enfin, nos données sont presque arrivées chez nous sur le terminal, elles arrivent et donc généralement, quand on est dans ce type de système, on va avoir des données qui sont déjà exploitables, soit sous forme de graphique, où on n'aura presque pas à travailler la donnée, elle sera juste consultable avec des alertes qui auront été prédéfinies, tout un paramétrage qui peut être anticipé et programmé en amont. Donc l'idée de ce type de système, c'est vraiment de pouvoir anticiper les problématiques, les dérives de climat et réagir immédiatement. Contrairement à tous les systèmes de capteurs enregistreurs où on se dit tous les mois je vais récupérer mes capteurs dans toutes les salles, je fais une analyse, etc. Où là malheureusement on ne pourra que constater les incidents. Dans le cadre de ces capteurs-là, on est plutôt dans une gestion dynamique du climat où on pourra agir dès lors qu'une alarme nous est donnée. Donc le petit schéma de Jocelyn pour vous récapituler tout ça. Donc là, ça c'est la partie, on va dire, la plus simple. Quand on n'a pas de problème de transmission, on a nos capteurs, le concentrateur avec la passerelle, qui renvoie soit vers un réseau Ethernet, et donc on a la donnée consultable sur les différents ordinateurs, soit qui renvoie vers un serveur délocalisé dans le cloud, et là on aura à la fois les ordinateurs, les tablettes, enfin tout ce qui a un accès Internet, et qui est autorisé à consulter l'application. Et dans le cas où on a des obstacles, on va utiliser des répéteurs, et donc on rajoutera autant de répéteurs qu'il faut pour pouvoir amplifier le signal et le ramener jusqu'au serveur qui doit récupérer ces données-là. Alors maintenant que vous connaissez bien le fonctionnement d'un capteur, quels critères de choix pour choisir ces capteurs et qu'ils soient adaptés à son établissement et aux activités de l'établissement? Alors, en premier lieu, définir l'objectif de la surveillance climatique. Donc, est-ce que c'est une surveillance in situ ou est-ce qu'on souhaite acquérir des capteurs pour du transport et surveiller les conditions climatiques durant ce moment-là? Est-ce qu'on a besoin de mesures enregistrées? Et alors pourquoi est-ce qu'on enregistre ces données-là? Est-ce que c'est pour comprendre sur le long terme les réactions du bâtiment? Est-ce que c'est pour anticiper un déménagement, un transport, etc. Est-ce que c'est des mesures ponctuelles? Donc à nouveau, c'est généralement pour du transport qu'on va plutôt choisir des appareils à mesure ponctuelle. Quelle modalité d'exploitation on choisit? Est-ce qu'on va faire du relevé manuel? Est-ce qu'on préfère récupérer les données de manière automatique? Est-ce qu'on est sur une surveillance multisite, auquel cas on va d'emblée choisir des systèmes beaucoup plus simples en termes de gestion? Et quelles sont les caractéristiques de notre réseau informatique déjà existant? Est-ce qu'on peut plugger le système sur le Wi-Fi existant? Est-ce qu'il va falloir monter un système de A à Z? Quelle est la disponibilité du service informatique aussi pour faire tout ça? En parallèle, il va falloir aussi pouvoir comparer le coût et mettre dans la balance le coût que ça représente à la fois en termes d'investissement, c'est-à-dire acquérir les équipements, donc les capteurs, les concentrateurs, les relais, les logiciels, etc. Les nombres de sessions, les formations aussi qui sont parfois nécessaires pour former les agents. Le coût d'exploitation, les mises à jour qui vont être utiles, les alarmes qu'on va programmer. Certaines alarmes sont renvoyées vers les mobiles. Donc du coup, il y a des coûts de communication qui sont associés, qui peuvent être associés à ces alarmes. Donc voilà, il y a aussi tout ce volet-là à prendre en compte. Et enfin, le coût d'entretien, qui n'est pas anodin. L'étalonnage, les piles qui coûtent cher, et surtout quand on a beaucoup de capteurs. L'accès Internet, Wi-Fi, etc. Alors là, un tableau récapitulatif fait par Jocelyn qui vous donne des indications du prix des capteurs. Sur un capteur simple, basique, avec un déchargement manuel via port USB, on est sur des capteurs qui coûtent entre 150 et 250 € hors taxe. Et dès lors qu'on va être sur des thermohygromètres, des capteurs enregistreurs avec télétransmission, on double, voire on peut tripler le prix. Et à cela va se rajouter
l'installation dans sa globalité. Donc, dans le cadre d'un système LoRa, on est à 10 000 € d'installation en prenant en compte les 8 capteurs. Et puis, on va rajouter ensuite, pour des capteurs supplémentaires, les prix vont être dégressifs, mais c'est quand même un coût, vous voyez, conséquent. Quand c'est nécessaire, il va falloir aussi rajouter le logiciel d'exploitation, où là, on est entre 800 et 1 000 €. Une prévisite qui est absolument obligatoire du prestataire, justement pour vérifier ces problématiques de portée de signal et s'assurer qu'on va bien pouvoir récupérer et que le système va être pleinement exploitable. Et ensuite, tout ce qui va être les sessions de formation, de prise en main et d'accompagnement par le prestataire pour rendre pleinement autonome les agents en charge de cette surveillance climatique. Donc, dans les critères de choix et dans le cahier des charges qui peut être établi, évidemment, on va faire attention à différents types. Déjà, la forme du capteur, enfin, ce dont on a besoin. Parfois, on a besoin que ces capteurs soient esthétiques pour être en vitrine. On ne peut pas avoir un gros capteur un peu moche à côté d'un bel objet. Parfois, il faut qu'il soit tout petit pour pouvoir être inséré dans un tiroir ou dans une caisse de transport. Donc là, le choix même de la forme du capteur dépend directement de l'objectif. Il est fortement recommandé que ces capteurs soient pourvus d'une sonde externe. Alors, il y a des capteurs qui coûtent vraiment pas cher, qu'on peut avoir chez soi, qui sont des petits capteurs, mais avec une sonde interne. Le problème, c'est qu'on va avoir un déphasage et l'inertie du capteur qui va pas forcément qui va pas retranscrire la réalité du climat. Donc, il vaut mieux avoir une sonde externe pour s'assurer qu'on est au plus proche et qu'on va avoir les données les plus fiables possibles. Mais c'est pas toujours possible. La capacité de mémoire du capteur. L'idée, c'est pas non plus que vous soyez obligé tous les 15 jours d'aller vider les capteurs parce que la mémoire est surchargée. Donc aussi vérifier la capacité de la mémoire, qui dépend en partie, et Jocelyn vous l'expliquera tout à l'heure, mais du pas de mesure qu'on va programmer. C'est-à-dire que si on a un pas de mesure toutes les minutes, vous imaginez bien le nombre de données que ça va générer, alors que si on a un pas de mesure toutes les demi-heures ou toutes les heures, on va évidemment alléger la mémoire sur le long terme. Plus l'autonomie sera grande et plus vous serez libre en quelque sorte de pas toujours aller vérifier que vos capteurs se portent bien. Donc il est recommandé de vérifier que l'autonomie puisse être supérieure à 12 mois avec un pas de mesure standard de 15 minutes dans des conditions classiques d'utilisation, donc généralement à 25 degrés. Et puis après, vous faites le choix d'acheter un capteur sans affichage ou avec affichage et d'une durée de vie normalement supérieure à 10 ans. Alors, sur la justesse et la fiabilité, vous allez voir qu'on ne travaille pas à la NASA ni dans un laboratoire pharmaceutique, qu'on n'a pas besoin d'avoir des appareils d'une justesse absolue. D'ailleurs, les appareils qu'on achète ne le sont pas pleinement. Il y a une marge d'erreur. Cette marge d'erreur qui s'appelle l'écart maximal garanti, qui normalement est affichée dans les fiches de présentation, les fiches techniques des capteurs. Et donc cette EMG, elle est donnée sur une température, c'est-à-dire que si vous vous éloignez de la température, évidemment, la marge d'erreur deviendra de plus en plus grande. Donc la précision visée pour la température, c'est plus ou moins 1 degré, et pour l'humidité relative, c'est plus ou moins 5% d'humidité relative. Donc déjà, vous voyez que la marge, elle est déjà... il faut prendre en compte la marge d'erreur du capteur aussi quand on fait l'analyse des données climatiques. Un capteur très précis, ça va être un capteur qui a une marge d'erreur de plus ou moins 2% pour l'humidité relative. Voilà. Donc là, on est déjà sur quelque chose de très précis. Voilà, comme je vous le disais, on n'est pas dans un domaine qui nécessite un niveau de précision extrême, et ce qu'on a là est déjà suffisamment efficace pour permettre de comprendre le climat et de l'interpréter.
Alors évidemment, la fiabilité de la sonde, elle va être associée à son environnement et à son entretien. Si vos sondes, elles sont dans un environnement très pollué, évidemment, elles auront une longévité qui sera beaucoup plus faible. Ou si elles sont dans des conditions extrêmes, notamment quand elles sont à l'extérieur, c'est pareil, elles vont être soumises à des intempéries, aux chaleurs extrêmes, au froid extrême, au gel, etc. Donc elles auront une durée de vie qui sera aussi plus réduite. Donc les différents types de capteurs qui existent, donc ça revient à ce que je vous expliquais au début sur le fonctionnement. Donc là, vous avez le choix entre des thermohygromètres qui vont capter les données en continu, soit par déchargement USB ou par onde, et puis des capteurs RFID ou NFC pour une utilisation ponctuelle, dont l'avantage est que vous pouvez rajouter des tags, par exemple un tag de géolocalisation, des informations sur les vibrations. Voilà, donc ça c'est des petits capteurs, donc vous n'avez pas d'affichage, c'est vraiment pour vous donner une information ponctuelle à un instant T, mais c'est extrêmement intéressant dans ce type d'utilisation, pas pour faire de la surveillance générale. Et donc sur l'exploitation des données, je vais y revenir que très brièvement. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, donc dans votre cahier des charges, de bien vérifier le type de système que vous envisagez d'exploiter. Donc si on est sur une installation filaire, sur une installation onde, donc basse fréquence, haute fréquence, mais dans tous les cas, ça nécessite l'implication du service informatique. Ça, on ne peut pas monter le système tout seul dans notre coin. Ça nécessite aussi la venue du prestataire pour évaluer la faisabilité du projet. Donc le stockage, je vous en ai parlé. Donc soit on est sur un stockage indépendant, soit on est sur un stockage intégré au serveur existant. Et ça c'est pareil, dans tous les cas, le service informatique, et vous comprenez un peu la démarche de cette histoire des capteurs, c'est que le service informatique, il doit vraiment vous accompagner dans le projet pour qu'il puisse aboutir dans les meilleures conditions possibles. Donc c'est lui qui sera chargé de vérifier la compatibilité avec les systèmes d'exploitation, de s'assurer que vraiment de la faisabilité du projet. Alors ici vous avez, je suis désolée parce que c'est peut-être pas très lisible, mais c'est extrêmement précieux, un arbre décisionnel que Jocelyn a fait donc dans la fameuse fiche sur les critères des capteurs, que je vais rapidement vous commenter. Donc la première question qu'on se pose, c'est quel est notre budget ? Est-ce qu'on a un budget inférieur à 500 €? Alors si oui, ben on va plutôt se tourner vers des capteurs, les fameux petits capteurs avec des chargements manuels USB. Si on a un peu plus de budget, on peut poser plus de questions. Est-ce qu'on a besoin de ces capteurs pour faire de la surveillance globale ou de manière très ponctuelle? Donc déjà, si on est sur du multisite, on va plutôt choisir un serveur délocalisé pour pouvoir récupérer les données de l'ensemble des capteurs qui sont dispersés un peu partout. Et puis après, on peut se poser les différentes questions. Si on est sur du transport, soit nos petits capteurs USB ou RFID NFC. Et si on a besoin d'un système beaucoup plus global, on peut envisager des installations soit filaires Ethernet, avec les gros avantages qui sont le multi-accès, le fait qu'on est sur des longues portées, donc qu'on va pouvoir récupérer la donnée assez facilement. Et la même chose pour la basse fréquence longue portée, donc là pour la radio et l'LoRa. Et puis après pour le Wi-Fi, la seule problématique, c'est qu'il faut bien être autorisé à utiliser le Wi-Fi. Et ça, c'est quand même un point important. Alors, que retenir dans tout ça ? Que l'analyse des données va reposer sur l'acquisition de données fiables. En fait, c'est vraiment le premier jalon de l'analyse climatique. Donc, pour ça, il faut pouvoir bénéficier de données et de données qui soient suffisamment nombreuses. Alors malheureusement, les relevés manuels vont pas donner et nous permettre de donner suffisamment d'informations qui pourront être extrapolables sur l'espace qui est étudié. Donc ça donnera une tendance à un instant T, mais on aura du mal à pouvoir interpréter les données, à expliquer des phénomènes, des accidents, des pannes, etc. Et donc c'est vrai que c'est important de pouvoir disposer de données suffisamment nombreuses, qualitatives, pour pouvoir ensuite les exploiter.
Alors, il faut savoir que l'acquisition de capteurs enregistreurs peut être subventionnée par la DRAC sur les lits de conservation préventive. Donc, c'est intéressant de pouvoir se rapprocher de vos conseillers musées pour voir si c'est envisageable et possible. Dans tous les cas, ça peut aussi faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. On n'est pas obligé de s'équiper en totalité en développant un système un peu complexe avec des dizaines de capteurs. Et on peut l'échelonner sur plusieurs années. Et ça peut faire partie du plan de conservation préventive. Et enfin, le choix des capteurs et son système d'exploitation doit se faire premièrement en fonction des besoins des utilisateurs, des faisabilités techniques, des ressources de l'établissement. Et pour conclure, il vaut mieux peu de capteurs, mais des bons capteurs qui vont vous permettre d'avoir des données fiables, que vous pouvez prioriser soit pour les collections les plus précieuses, soit pour les espaces les plus vulnérables, mais qui en tout cas vous permettront de disposer de données fiables et exploitables. Donc pour finir, vous avez ici les fiches élaborées par Jocelyn, qui récapitule et qui détaille ce que je vous ai dit sur le choix des capteurs et sur la manière pour vous aider aussi à constituer, rédiger le cahier des charges pour l'acquisition de vos capteurs enregistreurs. Voilà, et je laisse la parole à Jocelyn qui va vous expliquer comment ensuite utiliser tous ces capteurs. Merci. Effectivement, l'objet de cette seconde présentation est donc d'évoquer, une fois qu'on les a achetés, une fois qu'on a acquis les capteurs, comment les utiliser. D'où un propos qui va se tenir pareil en 3 axes. Un premier axe qui va s'intéresser à l'étalonnage et l'entretien des capteurs. Un deuxième qui va considérer qu'une fois qu'ils sont étalonnés, calibrés, qu'on va pouvoir donc les paramétrer et les programmer pour les mettre en place, donc choisir une bonne localisation. In fine, une troisième partie sur comment les consulter et comment récupérer les données, mais qui ira plus vite puisque Marie effectivement avait déjà dans les propos sur le fonctionnement il donnait beaucoup d'éléments à ce sujet. Concernant l'étalonnage et l'entretien des capteurs, pourquoi existe-t-il une nécessité de l'étalonnage? En effet, comme vous l'a dit Marie, dans le mode de fonctionnement d'un capteur, un capteur, ça a une résistance, ça a 2 éléments qui vont être réactifs aux conditions environnementales, une résistance en pleine, comme vous l'a dit Marie, qui va effectivement être sensible à la température, et pour mémoire, comme l'a dit Marie, un corps hygroscopique qui lui va justement se gonfler ou se rétracter en fonction de l'humidité ambiante, de la vapeur d'eau, et ainsi, en fonction de la résistance et en fonction du passage électrique entre les 2 électrodes, va pouvoir derrière déterminer quelle est la teneur en eau de votre environnement. Si bien que comme on a 2 éléments qui composent cette sonde-là, ces 2 éléments vont gonfler avec l'humidité, se rétracter, ou pareil, se dilater avec la température et se rétracter. Et donc, en fonction des fluctuations, et plus il y aura des variations dans votre ambiance, plus justement ces phénomènes de dilatation et de rétractation vont s'opérer, si bien qu'en fait, ces 2 éléments-là, ces 2 éléments sensibles, vont se fragiliser avec le temps. Et quand ils vont se fragiliser, ils vont perdre de leur justesse. De quelle façon? De cette façon-là, avec une dérive de la précision. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir une tendance au lissage. En effet, une donnée qui était dans un environnement sec va avoir une tendance à devenir un peu plus humide avec cette imprécision, et inversement, une donnée qui aurait dû plutôt être notée comme très humide va avoir tendance à s'assécher, d'où le petit schéma ici. On va avoir vraiment ce fameux lissage des données. Donc par exemple, une mesure qui aurait dû être affichée comme 30% va devenir 35-40%, et inversement, quelque chose qui aurait été amené à s'afficher comme 90% va devenir 85-80%. Et plus l'ambiance va être fluctuante, plus effectivement ce lissage va se poursuivre. Ainsi, avec des données qui deviennent justement peu fiables, à ce moment-là, votre étude risque d'être pénalisée, risque de devenir erronée, et c'est pour ça qu'il va falloir effectivement, autant que possible, opérer un recalibrage de vos sondes. Alors, quelle fréquence et quelle est la durée de l'étalonnage, de ce recalibrage? Cela, autant que possible, il faut qu'on le fasse le plus régulièrement possible, mais selon le modèle d'appareil, il peut être plus ou moins fréquent.
Si vous êtes amené à utiliser des appareils plus anciens, de type, comme vous voyez à l'écran, thermohygrographe, tous ces appareils mécaniques, comme les thermohygrographes à cheveux, les thermohygromètres à cheveux, avec ces fameuses fibres synthétiques, et bien ces fibres synthétiques vont devoir être réétalonnées, entretenues tous les 3 mois, ce qui s'avère être extrêmement chronophage et difficilement à intégrer dans un planning dû à nos activités quotidiennes. C'est pour ça que c'est un avantage des appareils électroniques qui, eux, quant à eux, ont besoin certes d'être réétalonnés, mais du coup, ça va être un réétalonnage qui va se faire officiellement tous les 2 ans, mais tous les 3 ans, c'est déjà très satisfaisant. Ainsi, de la même façon, quand bien même vous souhaitez le faire tous les 2 ou 3 ans, si vous avez un grand parc d'appareils, l'idée c'est de savoir par lesquels appareils on va privilégier, puisque sinon ça voudrait dire que vous serez amené à vous défausser de tous vos appareils pour qu'ils soient réétalonnés, et du coup vous manquerez d'appareils pour le suivi, pour le continuer à assurer le suivi. Donc, un conseil souvent prodigué par les fabricants, c'est de placer vos différents capteurs, tous les capteurs, pendant juste 48 heures dans un carton qui est bien fermé. Au bout de ces 48 heures, le temps d'une stabilisation, vous ouvrez votre carton, vous regardez ce qu'ont pu relever les différents capteurs, vous comparez les courbes. Normalement, les capteurs devraient, s'ils sont bien étalonnés, en tout cas, donner à peu près les mêmes courbes, les mêmes fluctuations. Et si on a des capteurs qui, justement, ont été moins performants, et si on voit que certaines courbes dérivent ou diffèrent vraiment des autres, ça voudrait dire qu'en fait, ce sont des capteurs qui seront qui ont été beaucoup trop sensibles aux variations, et du coup, qu'il va falloir réétalonner en priorité. De la même façon aussi, comment réétalonner? Généralement, on va renvoyer chez le fabricant les capteurs qu'on aura donc priorisés, donc on en envoie un grand nombre, ou soit on les priorise selon la technique proposée ici dans la deuxième puce. Donc on va renvoyer chez le fabricant ou dans une société, même si elle n'est pas fabricant, mais une société certifiée COFRAC pour pouvoir bénéficier d'une attestation calibrage, puisque les sociétés COFRAC ont tout un protocole à suivre, un protocole qui est normalisé. Mais en tout cas, autant que possible, on va demander aux fabricants de le faire, parce que certes, si en théorie on est en capacité de le faire en interne, déjà c'est long, c'est compliqué, enfin c'est relativement compliqué, mais surtout c'est que ça va être pas parfaitement fiable dans la mesure où pour faire un bon réétalonnage, il faut que la température soit particulièrement lisse, particulièrement stable et qu'elle ne bouge pratiquement pas de quelques degrés. Or, seules des sociétés, comme les fabricants des sociétés spécialisées, vont avoir des étuves ou des armoires ou un équipement qui permet d'assurer une bonne stabilité de la température pour pouvoir assurer cette opération-là. Et généralement, lorsqu'on envoie en calibration les capteurs, généralement, entre le temps, le délai d'expédition, les délais de livraison et l'opération elle-même de recalibration, généralement, pendant 1 mois, on n'a plus nos capteurs. Donc c'est quelque chose aussi à intégrer dans nos réflexions. Et c'est pour ça qu'aussi, il est dans la mesure où, si on met bout à bout ces informations qui apparaissent en diapositive, si on est amené à réétalonner nos capteurs thermohygrométriques tous les 3 ans, plutôt que de les envoyer tous d'un coup d'un seul, et donc de ne plus déshabiller notre parc, à ce moment-là, on peut, sachant que c'est tous les 3 ans, dire que chaque année, on va en réétalonner un tiers. Ce qui a, comme ça, on sait qu'on a 2 tiers toujours en présence, 1 tiers qui est parti en réétalonnage, et surtout, c'est que ça facilite aussi la gestion de votre exercice budgétaire. Comme ça, moi, c'est toujours la même enveloppe budgétaire qui, chaque année, va être allouée à cette tâche, et ce qui vous évite que pendant 2 ans, vous avez un budget moindre, et soudainement, la 3e année, que vous avez un budget qui dépasse vos possibilités. Comme ça, au moins, c'est lissé, c'est chaque année, c'est toujours la même enveloppe budgétaire qui est consacrée à cette opération-là, et comme ça, en plus, intellectuellement, vous savez que vous pouvez anticiper votre programme pluriannuel, cette fois de réétalonnage. Comment réétalonner? Comment procèdent justement ces fabricants pour le réétalonnage des capteurs? Il va y avoir ce qu'on appelle, et c'est la pratique la plus courante, ce qu'on appelle le réétalonnage en 3 points d'humidité relative. Vous avez ici à l'écran la photo, vous avez un capteur, et ce principe des 3 points de réétalonnage, le réétalonnage en 3 points d'humidité relative, c'est 3 points puisque ça va correspondre à une humidité relative sèche, une médiane et une très humide, et cela est permis grâce à ce que vous voyez à l'écran des fioles. Dans ces fioles-là sont contenues une solution saline saturée, puisqu'il existe une multitude de sels naturels, et chaque sel, une fois mis en solution, va donner une humidité relative spécifique. Et il va y avoir des sels qui sont adaptés à une humidité spécifique dans le sec, certains sels qui sont plutôt dans le médian et certains sels qui sont très humides. Et en fait, on a comme ça différents sels. Il en existe un grand nombre. Et en fonction de la nature du sel que vous allez utiliser, vous pourrez justement faire un réétalonnage en 3 points. Et c'est pour ça que des fois, quand vous achetez des capteurs, on vous propose aussi un kit de réétalonnage pour le faire vous-même. Comme je vous l'ai dit, c'est une possibilité si vous vous assurez d'avoir un espace très, très stable thermiquement.
La façon de faire, c'est comme vous pouvez le voir, vous avez ce petit flacon qui va être renversé. Alors, bien évidemment, le liquide reste totalement dans le flacon, donc il y a pas de, la sonde n'est pas impactée par le liquide. On renverse, à ce moment-là, on abrite ainsi la sonde dans cette fiole-là, et on va laisser au moins une heure, le temps de stabiliser. Certaines personnes ou certaines sociétés vont aller jusqu'à une journée, donc selon le protocole mis en place, de 1 heure à une journée. Cela pour chacun des points. Ce qui fait que pour recalibrer par capteur, cela impliquait de passer de 3 heures par capteur jusqu'à 2 ou 3 jours pour réétalonner, pour avoir vraiment une stabilité, enfin pour avoir un appareil réétalonné. Ce qui fait que si on le fait en interne, ça va devenir très chronophage. C'est pour ça qu'il est plus facile de l'envoyer au fabricant, sachant que ça a bien évidemment un coût. Généralement, c'est entre 50 et 80 euros le capteur, le réétalonnage par capteur. Donc, il faut voir effectivement ce qu'il en est, sans forcément considérer aussi les frais de port derrière qui arrivent aussi. Donc, cela va dépendre aussi de votre quantité de capteurs et de votre possibilité et des nombres d'effectifs pour pouvoir être mis à contribution pour cette opération-là. Également, autre solution, mais en tout cas, c'était celle-ci en première puce, la solution la plus fiable. Deuxième solution aussi pour recalibrer, moins fiable, mais en tout cas toujours moins coûteuse aussi, qui est celle de l'appareil de référence. Si vous savez que vous avez un capteur qui est fiable, parce que vous venez quant à lui de le réétalonner, à ce moment-là, il peut devenir votre appareil de référence pendant le temps, enfin au moins 1 ou 2 ans. Et à ce moment-là, tous vos capteurs pour lesquels vous avez un doute, vous le comparez avec votre capteur que vous savez comme étant juste et réétalonné. Vous comparez et à ce moment-là, vous pouvez justement redéterminer par rapport à votre capteur à questionner et le reparamétrer en fonction de ce que vous indique votre capteur qui est quant à lui fiable. Pourquoi c'est moins fiable que la première puce? C'est parce que la première puce, ça nous permet de faire en 3 points d'humidité relative, alors que si vous comparez à un instant donné, un instant T, correspondant à l'humidité ambiante. Donc autrement dit, c'est comme si vous le faisiez en un seul point d'humidité relative, alors que dans la première version, vous le faites en 3 points d'humidité relative, ce qui vous évite, ce qu'on avait vu tout à l'heure, la dérive due à l'imprécision. Également, vous avez aussi encore une autre technique, et celle-ci, elle est vraiment déconseillée, c'est la technique dite du milieu clos humide, parce que vous le mettez en chambre humide, ou vous mettez un linge humide que vous avez essoré autour de votre sonde. Alors non seulement cela rejoint la deuxième puce, à savoir le fait qu'on ait un réétalonnage qui se fait qu'en un seul point, en l'occurrence un point d'humidité extrêmement important. Donc non seulement il y a ça, mais le fait d'humidifier ou d'apporter un linge humide, potentiellement on apporte une grande quantité d'eau, et ce qui fait qu'au-delà de la sonde, il va y avoir potentiellement tous les composants électriques qui sont dans votre capteur qui peuvent aussi mal apprécier effectivement cet apport extrêmement important d'humidité. C'est pour ça qu'au risque, à ce moment-là, après, on a certes peut-être réétalonné et encore en un seul point, mais peut-être que derrière, votre capteur va peiner et va dysfonctionner ultérieurement. En tous les cas, quel que soit le point ou la méthode que vous employez, bien évidemment, une fois que vous avez déterminé et que le capteur, ce que vous êtes en train de récalibrer, c'est stabilisé, à ce moment-là, vous pluguez par un port USB, par le câble USB, votre capteur à votre interface informatique, et à ce moment-là, en forçant de façon artificielle, vous forcez votre capteur à comprendre que ce qu'il aurait dû voir, c'était telle valeur, et vous renseignez la valeur sur votre borne informatique de façon à forcer le capteur à comprendre que ce qu'il lisait comme 60% n'était pas 60%, mais 75%. Donc ça, à chacune de ces étapes-là, il va falloir en plus effectivement raccorder votre capteur. C'est pour ça que aussi c'est vraiment une étape qui s'avère être effectivement longue, chronophage, mais du coup moins coûteuse si vous le faites en interne. Une fois avoir abordé ces méthodes-là de réétalonnage, il y a aussi la nécessité d'entretenir vos capteurs au fil des années. Puisque effectivement vos capteurs, comme il s'agit là d'une sonde et que la sonde qui va être amenée à être en contact avec l'air que vous essayez d'analyser, plus vous allez avoir de l'air qui va passer, l'air va charrier des particules gazeuses, des particules solides, ce qui fait que ça va empoussiérer votre sonde. Ce qui fait que même s'il y a un filtre, souvent vous avez vos capteurs, il y a un petit filtre d'aspect ouate, enfin c'est pas de la ouate de cellulose, mais ça doit être de la ouate de polyester, enfin quelque chose, un filtre grossier en fait, qui va permettre de limiter le colmatage, qu'on appelle le colmatage, c'est-à-dire l'encrassement en fait de votre sonde. Donc plus vous êtes dans un environnement empoussiéré,
plus vous allez avoir des particules qui vont s'appliquer sur ce fameux filtre. Et à ce moment-là, par ce colmatage-là, l'air va avoir des difficultés à traverser le filtre. Et ce qui fait que s'il a des difficultés, votre capteur derrière ne va pas pouvoir donner une valeur juste de votre environnement, puisque l'air est perturbé, ne pourra pas pénétrer au sein de la sonde à cause de cet empoussièrement et de cet encrassement de la sonde. C'est pour ça que, autant que possible régulièrement, il va falloir dépoussiérer le filtre avec un micro-aspirateur. Alors quand on dit régulièrement, peut-être une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Selon tout dépend, c'est pas quelque chose de très très long, c'est quelque chose de rapide à faire, mais en tout cas c'est quelque chose aussi peut-être à intégrer régulièrement dans votre pratique. Et également, vous avez aussi l'entretien, c'est aussi le changement des piles, le changement des batteries, puisque bien évidemment, vos capteurs peuvent aussi rentrer en limite d'utilisation parce que plus la batterie va baisser, moins elle sera performante, et bien plus les données aussi que le capteur va recueillir ne vont pas représenter la réalité. Ce qui fait que quand on est sur un niveau de batterie, même s'il y a encore quelques piles, même si la pile peut encore être utilisée, ben en fait, à force d'être à un niveau très très bas, les données vont un peu dériver aussi. Donc ce qui fait que c'est ce que vous voyez à l'écran d'ailleurs, c'est une capture d'écran d'une courbe thermohygrométrique. On s'est rendu compte qu'effectivement les courbes devenaient totalement difficiles à exploiter. Il y avait des perturbations, des coupures. Une fois que les piles avaient changé, on avait retrouvé une courbe classique de variation thermohygrométrique. Donc vraiment, la pile va vraiment changer la qualité. Et donc, si ça change la qualité de votre prise de mesure, forcément, ça va donner derrière une étude beaucoup plus pertinente. Pour le paramétrage et la mise en place, parce qu'il va falloir, une fois que vous savez que votre capteur a été réétalonné et recalibré, il va falloir le programmer de façon à pouvoir être ensuite placé dans vos espaces. Donc, programmer le capteur, cela implique d'abord qu'il soit bien adressé, puisque lorsqu'il vous revient de recalibrage, potentiellement, c'est ce qui nous est arrivé parfois ici, on s'est rendu compte qu'en repositionnant un appareil qui avait été recalibré, il ne communiquait plus avec notre ordinateur. On avait beau avoir le capteur, il était sous les yeux, il y avait de la pile, tout fonctionnait bien par rapport au capteur, mais quand on regardait notre écran, on voyait que les courbes thermohygrométriques n'apparaissaient pas. Qu'est-ce qui s'était passé? C'était qu'au moment du recalibrage, le fabricant avait donné un numéro de capteur qui n'était pas celui au sein de notre ordinateur. Par exemple, en l'occurrence, c'était notre ordinateur cherchait le numéro 230. Or, au moment du recalibrage, le fabricant avait marqué 229, c'était trompé, et ce qui fait que notre ordinateur recherchait un 230 qui n'existait plus selon lui. Donc, et là, du coup, donc si vous avez une perturbation et qu'il n'y a plus de communication, regardez juste l'adressage, et ça prend quelques secondes, c'est très rapide. Il fallait juste dire au capteur, rebrancher le capteur, lui dire au capteur qu'il est réidentifié en tant que 230, et à ce moment-là, la communication pouvait se refaire de nouveau. Donc bien vérifier que l'adressage avait bien été opéré après le retour du capteur, si tant est que vous aviez des difficultés de communication entre eux. Pareil, le choix du pad d'enregistrement, c'est ce que vous avez dit Marie tout à l'heure, doit être assez bien raisonné puisque lorsque vous programmez, vous allez programmer un pad de mesure, c'est-à-dire un pad d'enregistrement, et ce pad d'enregistrement doit être réfléchi, raisonné. Puisque certes, c'est vrai que plus vous avez un pad de mesure qui est important, plus ça veut dire que vous allez avoir une finesse de votre étude, une finesse puisque vous allez pouvoir collecter un grand nombre de mesures. Et du coup, plus vous aurez de mesures, plus votre résultat sera exploitable et sera fiable. Par exemple, ici à l'écran, vous avez 2 cas de figure. En cas de figure en haut, où on a une prise de mesure moins fréquente, et ce qui fait que la courbe qui aurait dû être... la réalité fait que la courbe est bleue et donc très fluctuante, sauf que en prenant un pas de mesure beaucoup moins fréquent, on voit que la courbe qui apparaît en violet a été amortie. Ce qui fait qu'ici, on a une sorte d'amortissement parce qu'on n'a pas la bonne fréquence. Alors que si on avait doublé le nombre de pas de mesure, ce qui apparaît en dessous, on voit bien que la forme la courbe reprend une forme très sinusoïdale et on voit bien effectivement toutes les fluctuations liées au climat. Donc, ainsi, autant que possible, avoir un grand nombre. Sauf que si vous avez un trop grand nombre de prises de mesure, vous allez risquer de saturer la mémoire, surtout si vous êtes sur des capteurs qui ne communiquent pas de façon automatique et qui ne versent pas automatiquement les données, et vous risquez à ce moment-là de saturer votre mémoire, et du coup ça veut dire que plus régulièrement vous devrez brancher votre capteur pour décharger et libérer de la mémoire, et donc décharger les données le plus fréquemment possible. Mais par ailleurs, même si vous êtes sur des appareils qui transmettent automatiquement les données, le fait de
d'avoir un pas de mesure très régulier. Vous risquez de fatiguer prématurément les batteries aussi. Et aussi, à force d'avoir trop de mesures, derrière, c'est qui va les exploiter? Les mesures, ça va être vous, ça va être nous. Autrement dit, ça va être aussi du temps derrière de déchargement, du temps aussi à retraiter et du temps à nettoyer aussi ces données, ce qu'on verra un peu demain. Donc du coup, tout ça, c'est aussi pour se préserver soi-même. Donc c'est pour ça qu'il va falloir trouver le juste équilibre pour la prise de mesure. Donc le juste équilibre, de manière générale, c'est ce que vous disiez tout à l'heure Marie, on part sur généralement une mesure toutes les 30 minutes ou toutes les heures, donc toutes les 60 minutes. Mais si on fait toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, au-delà des 60 minutes, il n'y aura pas assez de mesures pour vraiment apprécier les fluctuations, les variations du climat. Donc au-delà de 2 heures, c'est entre guillemets inexploitable, on n'arrivera pas à étudier le climat de façon la plus satisfaisante. Donc on va rester au maximum 60 minutes, 30 minutes c'est bien aussi, 15 minutes ça devient un peu trop fréquent à notre volonté, mais certains établissements font 15 minutes. Par contre, à l'échelle de la minute, là, ça devient beaucoup trop fréquent parce que là, du coup, ça va peiner à décharger les données et même votre interface va aussi peiner à les enregistrer. Donc, toutes les minutes, ça devient ingérable. 10-15 minutes, c'est déjà trop fréquent selon nous, en tout cas, mais après chaque établissement a sa convenance. Par contre, en revanche, si vous souhaitez prouver quelque chose, par exemple un équipement qui dysfonctionne, là par contre, dans le cas de test, là vous pouvez effectivement passer toutes les minutes, 10 minutes, 15 minutes pour prouver un élément, une situation ou un désordre climatique spécifique. Mais sinon, on va rester plutôt sur les 30-60 minutes. Et c'est pour ça que souvent, on entend effectivement des établissements qui nous disent qu'ils passent dans les réserves, par exemple, pour relever manuellement les données. Ils le font une fois le matin et une fois le soir, ce qui déjà, en fait, est un travail déjà très... Ça montre vraiment que ces établissements ont vraiment envie de connaître leur climat, ce qui est vraiment quelque chose à saluer. Le problème, c'est que ça prend du temps pour ces agents. Et derrière, en fait, finalement, on n'arrivera pas à bien connaître les fluctuations. Donc, du coup, c'est du travail du temps qui aurait pu être investi à d'autres tâches et qui derrière, on ne va pas pouvoir avoir une très très bonne vue et apprécier de façon totalement satisfaisante les variations sur 24 heures. Donc, autant soit venir toutes les heures, j'allais dire, dans les espaces pour vérifier, ce qui ne serait totalement impossible, ou alors à ce moment-là, plutôt passer sur des capteurs enregistreurs. Mais aller une fois le matin, une fois l'après-midi, ça ne permettra pas de bien connaître les variations du climat. Programmer les capteurs, et ça c'est de façon plus facultative, c'est aussi de programmer, pourquoi pas, des alertes. Donc les alertes, elles peuvent être retranscrites sous la forme de SMS, par des courriels, ou directement via l'interface de votre logiciel, de façon à pouvoir voir s'il y a un problème spécifique. Il va y avoir, en tout cas vous avez la possibilité, c'est facultatif, vous avez cette possibilité-là de faire des alarmes concernant le franchissement de vos seuils thermohygrométriques que vous auriez vous-même donc indiqué à votre logiciel. Vous pouvez également avoir des seuils d'alerte que vous pouvez aussi, des seuils d'alerte plutôt de nature technique, c'est-à-dire si jamais il manque des batteries, si jamais il y a une panne de matériel ou si jamais le capteur ne communique plus avec l'interface, à ce moment-là, il y aura potentiellement des alertes. Donc les alertes techniques sont très intéressantes parce qu'elles vous montrent qu'il y a un problème. De la même façon que les alertes aussi de franchissement de seuil sont intéressantes. Par contre, il faut rester quand même pragmatique sur l'emploi de ces modes d'alerte, puisque lors du franchissement de seuil thermohygrométrique, si on fixe par exemple seuil minimal 40% et maximum 60%, et ben, ça veut dire que dès qu'on franchit, qu'on passe à 39%, ça va faire une alerte. Si ça rebascule 10 minutes après à 40%, il n'y a plus de problème. Si ça rebascule une heure après à 39%, re-alerte. Donc pour éviter justement d'être pollué dans ces messageries ou par des alertes fréquentes, on va essayer d'élargir, se dire qu'on va se tolérer, même si notre plage climatique de conservation est, mettons, 40-60%, on va se donner une petite marge de sécurité. Et cette marge de sécurité, ça va être nos seuils d'alerte. Et à ce moment-là, dès lors où il va y avoir un message d'alerte, on va se dire vraiment qu'il y a quelque chose à faire de façon assez rapide, de façon à éviter d'être pollué et de ne pas être importuné, en tout cas nous en tant que gestionnaires des données climatiques, trop régulièrement. En revanche aussi, pourquoi pas, vous pouvez rester sur votre fourchette de 40-60%, mais à ce moment-là, l'adopter uniquement pour des collections les plus sensibles. C'est pas un tout ou rien. Vous pouvez aussi déterminer des seuils de franchissement de seuils thermohygrométriques pour certains capteurs et pas pour d'autres. Donc à ce moment-là, pour les espaces où il y a les collections les plus sensibles, vous pouvez à ce moment-là être très restrictif et demander à ce moment-là le fameux 40-60%, 55%. À vous de choisir. Donc ça, c'est vraiment à votre choix. Les alarmes techniques, par contre, doivent être autant que possible systématisées parce qu'elles rendent compte des problématiques de logistique de votre équipement.
Et à ce moment-là, dès lors où on est sur de la technique, sur de la logistique, et bien, au même titre, comme vous le disiez tout à l'heure, Marie, avec le concours des informaticiens qui est toujours très précieuse, de la même façon, le concours de tous les services techniques va être très important puisque les services techniques sont aussi responsables souvent des gestions des centrales de traitement d'air, des armoires de climatisation. Et si jamais vos capteurs dysfonctionnent, peut-être que ça peut aussi renvoyer sur un autre problème d'autre ordre, de type de la régulation. Donc pour tous les seuils d'alarme pour vos capteurs, peut-être aussi y associer dans la réflexion les responsables bâtiments et responsables techniques, mais également pour le suivi, et c'est ce qu'on fait ici au C2RMF, et c'est pour ça aussi qu'on en profite pour remercier Joël qui était à l'accueil. On va aussi associer les agents d'accueil et de surveillance aussi sur le suivi des capteurs pour voir les affichages, puisque du coup ça nous fait toujours aussi un relais sur place et de sensibilisation aussi des agents d'accueil et de surveillance qui sont toujours proactifs et toujours intéressés de contribuer avec les équipes de conservation sur tout ce suivi qui s'avère être très important pour nous, et donc c'est vraiment une aide très précieuse. Donc une fois qu'on a décidé de programmer ou non certains avec des alarmes, mais une fois les capteurs, mais avoir positionné, en tout cas avoir indiqué notre pas de mesure d'enregistrement, on va pouvoir répartir les capteurs. Donc comment les répartir? Il va falloir une répartition la plus équilibrée autant que possible, parce qu'un trop grand nombre de capteurs, en fait, ça va être un traitement très chronophage, beaucoup trop de données, un traitement très chronophage, et comme je vous l'ai dit, avec l'étalonnage, le prix d'étalonnage par capteur, plus on a un grand nombre de capteurs, plus ça va être coûteux en termes de fonctionnement. Donc pas trop de capteurs, mais en même temps un grand nombre de capteurs, ça nous permet quand même de bien connaître notre établissement. Donc il va falloir trouver le juste milieu entre les deux. Donc le juste nombre de capteurs va être à réfléchir selon différents critères, comme le parc déjà disponible. On ne va pas rajouter un capteur à côté d'un capteur existant, bien sûr, mais aussi en fonction de la configuration de votre bâtiment et le nombre d'étages, savoir si on est dans une orientation nord-sud, savoir également si on a des murs en contact avec l'extérieur, mais également aussi le mode d'exploitation de votre bâtiment. Est-ce qu'on est en réserve d'exposition, d'exposition temporaire, permanente ou en réserve, mais également aussi, et bien évidemment, la sensibilité de vos collections. On va peut-être placer des capteurs pour des collections les plus sensibles, et pour des collections qui sont peu sensibles aux variations thermohygrométriques, un capteur n'est pas forcément toujours utile. Mais en tout cas, si également dans des espaces où vous avez observé des désordres climatiques fréquents, parce qu'il y a des problématiques spécifiques, des incidents fréquents, à ce moment-là, ça peut aussi valoir le coup d'y placer un capteur. Et ça, c'est votre expérience de votre bâtiment qui va aussi justifier aussi l'emploi de capteurs. Autant que possible, il va falloir aussi s'assurer que la plupart des zones climatiques soient couvertes. On va partir peut-être d'un capteur par étage. Par contre, si vous savez que sur le niveau, sur l'étage considéré, vous avez de façon sûre deux zones climatiques, parce qu'il y en a une exposée sud, une exposée nord, ou parce que vous êtes contact avec une forêt d'un côté et contact avec une fontaine de l'autre, enfin, des orientations dues à l'implantation même de votre bâtiment, vous pouvez aussi à ce moment-là dire je passe d'un capteur à deux capteurs, un côté nord, un côté sud, ou un côté forêt et un côté plaine, ou un côté rue. Donc des éléments comme ça liés à l'implantation peut aussi vous orienter dans votre choix. De façon générale aussi, on va déconseiller, on va conseiller plutôt d'avoir son propre parc de capteurs. C'est pas parce qu'il y a des capteurs ou des sondes dans les unités de traitement d'air, donc les CTA, les armoires de climatisation, puisque chacune a son propre capteur. Et beaucoup de musées souvent se reportent ou regardent ce que proposent les sondes des unités de traitement d'air. Sauf que pour peu que la sonde de l'unité de traitement d'air dysfonctionne, et souvent ce sont des sondes qui ne sont pas été rétalonnées, on a rarement vu des personnes en train de recalibrer, d'ouvrir les armoires et recalibrer les sondes. Ça a rarement été opéré, ce qui fait qu'en fait les sondes dans les armoires de traitement d'air ne sont pas toujours récalibrées ou peuvent effectivement être faussées. C'est pour ça qu'autant avoir notre propre parc de capteurs indépendants de façon à vérifier s'ils sont en accord, en concordance avec ce qu'affichent les centrales de traitement d'air. Et aussi, ça permet aussi de vérifier, d'avoir la maîtrise pleine du contrôle environnemental, de façon aussi, parfois, s'il y a des prestataires ou des sociétés de prestations qui dit ou qui énoncent avec force et vigueur que tout va bien pour les équipements de traitement d'air, ça nous permet effectivement d'opposer par rapport à ce qu'on a pu collecter avec nos propres capteurs d'air, notre propre capteur thermohygrométrique. Positionner les capteurs aussi. Donc, une fois qu'on a fait cela, on va pouvoir positionner les capteurs. Donc, un capteur qui est bien positionné, c'est un capteur qui va être placé le plus au centre de l'espace pour avoir une tendance homogène et représentative de la situation.
Par contre, si votre objectif, c'est de savoir ce que subit ou ce que supporte une œuvre spécifique, et bien, votre capteur, vous allez le placer le plus à proximité de l'œuvre que vous considérez comme la plus sensible. Donc, deux objectifs possibles selon vos enjeux. Également, on va essayer de décaler un peu d'un centimètre ou d'un demi-centimètre pour éviter que le capteur donne directement la température ou l'hygrométrie de la paroi. Mais à ce moment-là, effectivement, pour qu'il y ait un meilleur brassage autour du capteur et donc qu'il homogénise l'environnement. Autant que possible, on va le placer, notre capteur, à 1,20 m, 1,50 m du sol, puisque c'est là où l'air est le mieux brassé, puisqu'il y a là où il y a la circulation humaine. Et forcément, comme il y a la circulation humaine, nos passages avec nos carrures vont permettre justement un meilleur brassage. Et ce qui fait que c'est à cette hauteur-là où les sondes vont être la plus réactives avec l'environnement. De la même façon, il faudrait un endroit qui soit assez bien accessible pour le personnel. Et également, si vous mettez un capteur à l'extérieur, comme vous le disiez tout à l'heure, Marie, il faut que le capteur soit une coque assez étanche, isolée. Mais en tout cas, il va falloir le protéger avec une petite toiture contre les intempéries, contre l'ensoleillement. Mais en tout cas, il ne faut pas fermer totalement la boîte parce que sinon l'air ne passe plus et du coup, on ne pourra pas être analysé. Et si on a dit tout ce qu'il fallait faire, il y a aussi ce qu'il faut éviter autant que possible. Éviter de placer un capteur directement sur un mur qui donne sur l'extérieur ou à proximité d'une fenêtre, sauf si, et là c'est la contrepartie, sauf si vous voulez montrer et prouver que les collections qui sont à proximité d'une fenêtre ou en contact avec le mur, pour voir ce qu'elles supportent. Donc ça, tout va dépendre de votre objectif. Donc autant que possible, on va éviter. Mais si jamais c'est votre enjeu, c'est de savoir ce que supportent les objets, autant à ce moment-là, vous pouvez effectivement, parce que c'est justifié, c'est raisonné, vous placez votre capteur au niveau de votre fenêtre. Dans un recoin, c'est là où l'air est mal brassé. Et du coup, forcément, si dans les recoins où la partie brasse, c'est là où l'air est mal brassé, on va éviter aussi de placer le capteur trop en hauteur, puisqu'il y a une stratification thermique en hauteur. Et bien évidemment, si la stratification thermique se fait en hauteur, forcément, au niveau du sol, il fait trop froid. Et du coup, l'air est mal brassé. Et du coup, votre capteur va ne pas donner une idée juste de ce qui se passe dans l'ensemble de l'ambiance. Vous allez éviter aussi de placer votre capteur, et notamment sa sonde, dans la trajectoire d'une soufflerie, donc grille de soufflage d'air, de traitement d'air, puisque ça va avant tout donner ce que souffle la machinerie, sans vous donner l'ambiance générale due à une homogénéisation de votre espace. On ne va pas placer, même si on l'a déjà vu dans nos missions, le capteur dans un placard technique, puisque dans le placard technique, forcément, ça ne va pas donner une idée de l'ambiance. Mais c'est totalement disgracieux, on en a bien conscience, mais ça, dans un espace d'exposition, c'est disgracieux, mais ça peut effectivement perturber effectivement la lecture et la donnée, et du coup derrière l'étude. Et autant que possible, à la portée du visiteur, à moins de cadenasser, mais il y a peut-être une volonté du visiteur, personnellement, la volonté de toucher ou éventuellement d'arracher, en tout cas pour éviter toute tentation. Mais du coup, ça rentre en contradiction avec l'accès pour le personnel. Donc il y a quand même des choses qui s'avèrent être contradictoires. Et donc c'est pour ça qu'on va parler peut-être d'un petit cadenas ou d'un système pour soit le dissimuler ou soit éviter de l'arracher. Et en tout cas, être aussi précautionneux lors de travaux ou d'activités salissantes, puisqu'à ce moment-là, il va y avoir le fameux empoussièrement dont on a parlé tout à l'heure, qui risque de colmater le filtre de poussière. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir positionner votre capteur. Donc pour le positionner, vous pouvez le fixer sur une patte d'accrochage, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc c'est le parti pris qu'on fait ici. On l'accroche sur une partie pour éviter qu'il ne tombe. Donc sur une patte d'accrochage qu'on fixe sur les parois. Et à ce moment-là, on attribue un numéro à capteur. Donc on va l'identifier, ce fameux capteur, de façon à ce qu'il puisse communiquer avec notre plateforme, notre logiciel. Et ce numéro-là, on va le fixer sur le capteur, mais également, comme vous pouvez le voir, on le fixe aussi sur la patte d'accrochage. Comme ça, au retour du calibrage fait par le fabricant, visuellement, on sait tout de suite quel capteur va où. Donc ça nous facilite aussi notre remise en place, notre redistribution des capteurs. Également, ce numéro, on va l'appliquer, on va le rapporter aussi sur une cartographie d'implantation globale. Cartographie qu'on va pouvoir aussi associer lors de nos rapports climatiques. Comme ça, au moins, on voit où est le capteur. Et si jamais il y a des désordres dans la salle, on sait si le désordre est dû à un capteur mal placé ou si le capteur est bien placé, mais qu'il relève effectivement un incident spécifique au sein de la salle. Et de façon à pouvoir effectivement voir la corrélation entre les désordres et le contexte. Et je n'ai pas forcément m'épanché plus que ça, puisque sur la consultation et la récupération des données collectées, puisque Marie, vous l'avez déjà évoqué. Mais en tout cas, donc, il y a toujours cette idée-là. Donc en tout cas, je vais passer très très vite. Une fois placé, il ne faut pas toucher à main nue le capteur, puisque au-delà de la poussière, c'est en utilisant main nue où on a de la graisse sur nos doigts, on a de la saleté sur nos doigts, et on va pouvoir former une pellicule autour de la sonde, pellicule de gras et de poussière qui va, de la même façon, bloquer la pénétration de l'air au sein de notre sonde.
De la même façon aussi, pas une astuce, mais un conseil, c'est que quand vous allumez votre capteur thermohygrométrique, surtout en l'allumant, en appuyant sur on, ne lisez pas tout de suite l'affichage, ne lisez pas, attendez, parce qu'en fait, il va d'abord afficher l'air au sein de son boîtier. Il faut toujours attendre au moins 2 ou 3 minutes qu'il se mette à l'équilibre avec l'air d'environnement. À moins, effectivement, pour forcer la pénétration de l'air, ce que vous pouvez faire, c'est exercer quelques moulinets avec votre poignet. Ça, quand vous faites des mesures ponctuelles, mettons en transport ou au moment d'un convoiement, vous allumez votre appareil, vous attendez quelques minutes, vous pouvez faire des moulinets avec votre poignet et à ce moment-là, pour forcer effectivement l'air de l'environnement à rentrer, à pénétrer au sein de votre sonde. Et à ce moment-là, au bout d'une minute ou deux, vous pouvez voir ce qu'il propose. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Marie, les données doivent être consultées régulièrement. Idéalement, tous les jours, on sait, ça c'est un vieux pieu, mais autant que possible, hebdomadairement, de façon à pouvoir être le plus réactif possible. Parce que si jamais il y a un problème, le fait de le faire au moins une fois par semaine, ça nous permet effectivement de réagir. Et du coup, soit directement avec l'écran d'affichage, ou soit par l'écran de terminal, donc autrement dit l'ordinateur qui affiche ses courbes en direct, de façon à pouvoir apprécier les variations climatiques et comparer les conditions climatiques. Donc transmission, là, on revient sur le schéma de tout à l'heure de Marie. Donc ça, si vous devez le faire manuellement, effectivement, c'est chronophage, mais ça, Marie l'a déjà évoqué, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais idéalement, il faudra le faire au moins chaque semaine. En tout cas, mais si, pour vérifier s'il n'y a pas d'accident, ça sera de le faire chaque semaine. Mais par contre, si c'est juste pour vérifier ou pour établir un bilan régulier, un bilan climatique saisonnier ou annuel, vous pouvez le faire par trimestre ou par semestre. Et autre façon de récupérer les données, c'est pour les appareils à transmission automatique à travers les ondes. Mais ce schéma-là, vous l'avez déjà vu dans la présentation précédente. Enfin, pour finir, dernière diapositive, la plupart des logiciels retranscrivent effectivement souvent les données qui ont été collectées. C'est souvent sous la forme de courbes. Il va y avoir des courbes, il va y avoir peut-être quelques données statistiques, donc généralement la moyenne, le minimum, le maximum, c'est tout. Ce qui fait que derrière, ça va être difficile, ou pas toujours évident, de pouvoir derrière faire une étude climatique juste avec trois données chiffrées et juste une courbe thermohygrométrique. C'est pour ça qu'il est idéal, c'est de pouvoir avoir la possibilité avec vos logiciels de pouvoir exporter les données brutes de façon à pouvoir les retraiter, les réétudier et de façon, alors ça peut être une exportation par tableur numérique, XLS, CSV ou TXT, de façon à pouvoir avoir la possibilité de récupérer les données brutes et de pouvoir vous-même de faire votre propre étude à partir des données brutes parce que vous pourrez les triturer à votre convenance à travers ce qu'on va aborder demain au cours de la journée de demain. Et bien évidemment, quelque chose de très important, c'est qu'une fois que vous avez établi vos rapports, vous les archivez, identifiez, classez, de façon à pouvoir les comparer d'une année à l'autre ou de tous les 10 ans, en tout cas pour voir s'il y a une évolution favorable ou pas de vos conditions de conservation. Mais en tout cas, tous ces propos-là tenus dans cette intervention, vous pouvez les retrouver également dans les fiches mises en ligne, fonctionnement et utilisation. Merci beaucoup Marie et Jocelyn et bravo parce qu'il est 15h44 donc on est parfaitement à l'heure et donc j'en profite pour vous relayer une question qu'on a eue sur la boîte mail, donc une question de notre collègue Claire Sagne du Muséum national d'histoire naturelle. Alors c'est plutôt pour toi Jocelyn je pense, est-ce que quand on demande une prestation d'étalonnage on évoque également le calibrage du capteur et est-ce qu'il y a des capteurs qu'on peut calibrer et d'autres qu'on ne peut pas recalibrer? En théorie, vous pouvez être amené à tout calibrer avec les sociétés, les fabricants qui peuvent normalement tout peut être calibré. Oui. Donc le fabricant peut être amené à le faire. Après, on peut changer soit on contacte directement le fabricant, soit une société. Donc différentes sociétés qui peuvent effectivement travailler sur différentes gammes de produits. Tant qu'elles sont à ce moment-là, seront peut-être effectivement certifiées comme on l'a évoqué. Mais il est possible effectivement de calibrer en théorie tout appareil. La question qui va se poser, c'est est-ce que le prix du recalibrage vaut-il le prix de l'appareil? Effectivement, voilà. Donc pour rapporter effectivement un propos en salle, effectivement, le prix du réétalonnage peut être souvent plus cher que le prix de l'appareil lui-même. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose de faire une petite pause. On se retrouve d'ici un quart d'heure, donc à 16h, pour 3 études de cas et retour d'expérience. Merci beaucoup, à tout à l'heure.